Et puis on retrouve notre invité, Yves Delsange, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes présidente du jeune parti pro-Bruxelles et ce dimanche, vous étiez en selle avec les membres du parti pour un message particulier? D'abord pour profiter de cette aubaine, c'est quand même, je dirais, l'occasion rêvée une fois par an de vivre cette convivialité si typiquement bruxelloise et l'occasion de rencontrer les Bruxellois de toute nature. On a parlé toutes les langues aujourd'hui, c'était formidable. Question mobilité, vous aviez une revendication? Il est clair que ça fait longtemps qu'on le dit, tout le monde en parle, mais personne n'a envie de le faire. Il serait peut-être temps de penser sérieusement à implanter un péage urbain à Bruxelles pour décongestionner cette ville et réduire la pression automobile. On a vu que ça se fait dans d'autres villes européennes. Quand vous parlez de péage, c'est sur le centre, le Pentagone? Bien ou plus sûr, il large? faut discuter sur le Pentagone, sur les zones de bureaux essentiellement, pas sur les 162 km² de Bruxelles évidemment. Vous ne craignez pas de faire fuir finalement les investisseurs, d'entraver l'économie? Je pense que l'attractivité de Bruxelles pour la plupart des investisseurs est telle que c'est pas ça qui va les faire fuir. Au contraire, ça va augmenter l'attractivité de Bruxelles. Alors, on l'a entendu dans le reportage ici, et puis Bruno Delille, le secrétaire d'État Groen, l'a encore dit cette semaine, il plaide pour plusieurs journées par an sans voiture. Vous êtes pour ou contre? Oh, c'est sympathique. Je ne suis pas sûr que ce soit ça la solution pour avoir une meilleure mobilité à Bruxelles, mais pourquoi pas recréer de la convivialité en soi, c'est pas mauvais. Autre priorité en termes de mobilité que le péage? Effectivement, si nous pouvions avoir davantage de moyens financiers. Votre parti, je le rappelle, Pro-Bruxelles, s'est présenté aux dernières élections régionales et a remporté finalement les suffrages de 8000 Bruxellois. Il y avait deux listes, une liste francophone et une liste néerlandophone, puisqu'on ne peut pas avoir de liste bilingue à Bruxelles. Alors, vous n'avez pas d'élu, mais est-ce que vous allez vous comporter comme finalement une force d'opposition à Bruxelles, un parti d'opposition pendant cette législature? Alors, parti d'opposition, c'est un bien grand mot. Quand on voit déjà l'opposition peuvent mener les partis qui ont des représentants au Parlement. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons continuer à porter la voix des Bruxellois. Et aujourd'hui encore, on a eu la preuve que le discours que l'on tient plaît et, je dirais, est porté et soutenu par un grand nombre de Bruxellois, de toutes origines d'ailleurs. Et donc nous allons continuer dans cette voie-là, bien évidemment. Ça veut dire qu'on va vous entendre sur des dossiers de thèmes très très variés? Ça veut dire qu'on va nous entendre sur tous les dossiers qui concernent les Bruxellois en premier chef et non pas uniquement en réaction, comme c'est souvent le cas lorsqu'on est à l'extérieur, je dirais, du pouvoir, mais nous allons effectivement nous exprimer sur un certain nombre de dossiers très importants qui nous paraissent tout à fait fondamentaux et sur lesquels on doit évidemment apporter une vision nouvelle. Et je pense que c'est probablement de ça qu'il manque le plus aujourd'hui, une vision nouvelle, une vision de la ville, quelque chose de plus construit et qui prenne davantage en compte la spécificité de Bruxelles et des Bruxellois. Vous viendrez avec des propositions concrètes? Avec en tout cas une vision, des propositions concrètes, je crois que c'est un peu tôt pour le faire maintenant, on n'est pas en campagne électorale, mais certainement avec une vision sur un certain nombre de domaines, absolument. Alors là, vous envoyez déjà une balle aux parlementaires en disant l'opposition au Parlement n'a pas beaucoup de poids? Qu'est-ce que vous entendez par là? Quand on voit finalement les électeurs bruxellois ont toute raison d'être extrêmement déçus parce que un certain nombre de chefs de file de très importants partis se sont détournés de Bruxelles aussitôt après les élections. Je parle d'Armand de Decker, de Pascal Smet, de Guy Van Engel, de Steven Van Akkeren. Ça montre à quel point il y a un certain mépris pour la classe politique de l'électeur bruxellois qui lui a fait confiance. Et donc on voit la mainmise des partis politiques dans tout ce qui se passe à Bruxelles et finalement on se demande quel est le poids encore de l'élu bruxellois qui peut encore porter la voix des Bruxellois. Ce sont les partis qui dirigent. Vous avez l'impression que le Parlement n'est pas assez respecté? Je pense que ce n'est pas uniquement à Bruxelles, mais c'est un fait. Il y a une dérive démocratique, puisque les partis ont repris la main essentiellement. On voit par exemple un point que tous les partis pendant la campagne ont repris alors que nous l'avions remis à l'honneur, à savoir le prélèvement de l'impôt des personnes physiques sur le lieu de travail plutôt que sur le lieu de résidence. Aussitôt après les élections, tout le monde s'est empressé d'oublier ça, évidemment, au grand bénéfice évidemment des Wallons et des Flamands qui continueront à venir travailler à Bruxelles, profiter des largesses de Bruxelles et continuer à payer leurs impôts dans leur région. De domicile. Alors, on va voir un petit trombinoscope du gouvernement bruxellois. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? À très peu de choses près, c'est la même qu'avant. Je vois, par exemple, M. Serex qui, il y a quelques jours, s'est plaint qu'il y avait plein de choses qui étaient à faire en matière d'emploi et notamment de formation des jeunes. On se demande ce qu'il a fait pendant 5 ans, quoi. Bon. On peut travailler et puis laisser quand même des choses pour la suite. Je veux dire, le chantier est tellement énorme. Le chantier est tellement urgent qu'il est temps de s'y plonger et il ne faut pas attendre la législature prochaine pour faire quelque chose. Mais l'équipe vous semble dynamique? Vous avez l'impression qu'elle peut apporter des choses? Mais encore une fois, on tombe toujours dans les mêmes travers. Cette équipe est
Et il y a des gens de qualité dans cette équipe, hein, je le reconnais bien volontiers, et d'ailleurs il y a des gens de qualité dans tous les partis, mais ils sont évidemment extrêmement contraints, et non pas uniquement à cause d'un budget restreint, mais surtout parce que les partis dont ils dépendent ne les laissent pas faire ce qui serait bon pour Bruxelles. Vous aviez dénoncé cet été le club des néerlandophones qui a fait bande à part. Absolument. Quand on voit par exemple Groen et Écolo ont présenté soi-disant une liste bilingue, ils avaient le même programme, et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que dès les élections terminées, les néerlandophones sont allés de leur côté pour négocier un accord qui n'avait strictement rien à voir avec ce que les francophones étaient occupés de faire. Donc on voit bien que c'est un leurre et qu'il n'y a pas aujourd'hui de parti véritablement bilingue. Nous sommes le seul à défendre cette idée et à la vivre. Et même pas d'unité au niveau de la formation du gouvernement, c'est ça que vous dénoncez. Alors quelle cote est-ce que vous donneriez au programme de l'Olivier bruxellois? Écoutez, je suis professeur moi-même et je n'aime pas de donner des cotations, c'est terriblement difficile. Ou alors une évaluation. Je veux les laisser travailler et nous verrons sur pièce ce qu'ils sont capables de faire. C'est facile, vous avez quand même lu les programmes. Ce sont des déclarations d'intention, nous verrons ce qu'ils feront concrètement. Alors dans un communiqué que vous aviez envoyé, vous disiez les programmes de l'Olivier accentuent la mise des Bruxelles et des Bruxellois sous tutelle des communautés. Bien sûr, mais par exemple, j'en veux pour preuve que la réaffirmation très claire, et notamment par Christos Doulkeridis, de ce lien fort Wallonie-Bruxelles, je rappelle que c'est quand même une entité qui n'a pas véritablement de légitimité démocratique, puisqu'il n'y a pas d'élection directe. Et qu'est-ce que les Bruxellois peuvent attendre de ce genre de choses? On voit aujourd'hui, notamment en matière d'enseignement, ce que les communautés, aussi bien flamandes que françaises, apportent de peu de solutions pour l'enseignement bruxellois. D'un autre côté, quand Bruxelles est isolée, on se rend bien compte qu'on ne l'entend pas fort au niveau fédéral et que généralement on passe quand même à la caisse. Une fois de plus, parce que ce sont les partis qui dirigent et qu'en tant que Bruxellois, on n'a pas la voix au chapitre. Vous êtes régionaliste convaincu, hein? Bien sûr. Alors, on va regarder une autre petite image, c'est celle de Marie-Dominique Simonet, si on la voit, qui est la nouvelle ministre de l'enseignement. Donc, le CDH a repris ce poste-là depuis les dernières élections. Gros boulot. Ici, il y a eu la bulle des inscriptions. Il y a pour l'instant la question des économies. Alors, quelles sont vos attentes en la matière? Bien sûr, elle a un énorme défaut, malgré, je pense, sa bonne volonté, c'est que c'est une liégeoise. Que connaît-elle de la spécificité de Bruxelles? Je pense qu'il est urgent qu'elle se plonge dans la réalité bruxelloise, et notamment en matière d'éducation, en matière d'enseignement. Cette situation d'une dualisation extraordinaire entre d'excellentes écoles d'une part et des écoles tout à fait catastrophiques d'autre part, dans lesquelles on injecte d'ailleurs beaucoup de moyens financiers, mais pour quels résultats? Alors, il faudrait peut-être aller voir à la base ce qu'il faut faire, plutôt que d'apporter une fois de plus une solution plutôt en traitant le symptôme, plutôt qu'en allant travailler à la cause, effectivement. Pour vous, il faudrait une politique vraiment régionale sur les écoles bruxelloises? Je pense effectivement qu'on a un problème particulier, notamment par cette absence de qualification suffisante et en adéquation avec les besoins du marché d'une part, et d'autre part une absence de bilinguisme au sortir de l'enseignement secondaire. Et nous réclamons depuis le début de notre existence un enseignement bilingue au moins, et voire multilingue. Alors, gros sujet pour l'instant de discussion, c'est le problème des finances, où le fédéral finalement fait appel à tout le monde pour essayer un petit peu de boucher les trous. Ici, 35% de l'effort à faire devra être pris en charge par les régions. Ça vous inquiète, ça? Alors, bien sûr, ça nous inquiète parce qu'on voit déjà une situation des finances de Bruxelles qui est tout à fait catastrophique, parce que les régions, ou plutôt les communautés, l'ont voulu comme ça. Quand on voit que le budget de Bruxelles ne représente même pas 1% du budget total de l'État et qu'on vient encore demander des économies. Cependant, je pense que l'effort que la région bruxelloise devrait apporter dans la résolution du déficit budgétaire général pourrait très bien se faire dans une... Voilà, alors ce soir, nous sommes donc le 20 du 9, et bien à 20h09 débutera la grande fête d'inauguration de Square, le nouveau centre de